Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Un parfum littéraire. Dans ce nouveau format plus scolaire qui s'adresse ainsi peut-être plus à des élèves, des étudiantes, des étudiants, des professeurs, je vous invite à suivre une analyse de texte linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que j'ai toujours trouvé que le commentaire composé c'était finalement assez artificiel et assez peu intéressant. J'aimerais en profiter pour mettre en lumière des textes qui sont peu connus du grand public et sachez si c'est, un exercice qui vous plaît ou si vous cherchez des créateurs de contenu qui proposent également, ce type d'analyse, que vous avez donc Média Class évidemment, mais vous avez aussi moins connu, mais avec des analyses qui sont tout aussi intéressantes, Archibald Macquart de Rulencourt. Voilà un petit peu pour la présentation de cette nouvelle série. Aujourd'hui, c'est à la poétesse Griselidis Réal, à propos de laquelle je suis en train d'ailleurs de préparer une courte émission, que je m'intéresse et à l'un de ses textes qu'elle a écrit lors de son incarcération en Allemagne et qui s'appelle Cantique des gardiennes de prison. Alors, l'un des objets d'étude du programme de poésie du bac de français de cette année, donc 2025-2026, c'est l'émancipation créatrice. Et il m'a semblé parfaitement cohérent en fait de suggérer l'étude de cette écrivaine du XXe siècle qui a un parcours finalement assez atypique puisque en gros si je devais résumer sa vie en un seul adjectif ce serait tumultueuse. Elle a connu l'univers carcéral à cause de la drogue, elle s'est prostituée, elle a milité pendant des années pour la légalisation de la prostitution en France, en tout cas sa législation de façon à protéger mieux les travailleuses et travailleurs du sexe, et elle s'est battue contre un cancer qui l'a finalement emporté au début du XXIe siècle. Mais surtout, en parallèle de tout ça, elle a toujours écrit. Ces poèmes, ils sont réunis dans un recueil qui s'appelle Chair vive, qui a été préfacé par Nancy Houston, rien que ça. Et les thématiques du recueil, elles sont très novatrices parce qu'elles puisent directement dans la vie de leur autrice. Cantique des gardiennes de prison, il a été écrit lors de son séjour en prison, forcément, à Munich en 1963. Alors, c'est un poème qui est relativement régulier puisqu'il n'est composé que de tercets dont le nombre de syllabes est, on va dire, en moyenne de 6, ce sont globalement des hexasyllabes, et il propose un regard novateur sur l'environnement carcéral. Alors, l'objet d'étude auquel est rattaché ce texte, ce serait donc l'émancipation créatrice, au cœur de laquelle se trouve, vous l'avez bien compris, la liberté. Et on pourra du coup se demander quelle conception étonnante de celle-ci se dégage du poème. Il y a 3 mouvements qui sont perceptibles, les 5 premières strophes, les 4 suivantes et enfin les 2 dernières. Le titre du poème, avant d'entrer dans l'analyse à proprement parler, interpelle, puisque un cantique, c'est un chant religieux qui est dédié à Dieu, ce sont des actions de grâce, et l'association de celle-ci à des geôlières, ça surprend. La prison, c'est le lieu où se trouvent les condamnés, c'est-à-dire les personnes qui ont a priori commis des actions criminelles. Du coup, serait-ce un poème ayant pour but d'encenser celles qui permettent de garder ces personnes à l'écart de la société? On peut se poser la question, mais on réalise finalement assez vite que le poème, il vise au contraire à accuser ces femmes en les opposant frontalement aux prisonnières. Cantique des gardiennes de prison. Prêtresse de la souffrance, recueillez dans vos mains nos larmes, soupesez dans vos mains nos cœurs. Prêtresse du malheur, qui tenez dans vos mains les clés des portes du silence. Vous, qui nous séparez, vous, qui nous injuriez, vous, qui nous faites taire, prêtresse de l'impuissance, vous reniez la femme, vous servez l'injustice. Vous donnez à la haine une cuirasse de barreaux, une armure de haute grille. Prêtresse de la peur, vous vous murez, vivante. Vous êtes enfermée dans les prisons où vous croyez nous tenir prisonnières. Ce sont vos propres tombes. Votre jeunesse passe, au service de lois inconnues, au prix de valeurs inutiles. Vous tuez votre cœur, vous fatiguez votre âme à prononcer des paroles perdues. Un jour, nous serons libres et vous resterez seul à faire des gestes là,
devant des cages vides, prêtresse de la mort aux lourdes mains fermées. Alors, je vais commencer par les 5 premières strophes que je vous relis, cette fois sans intonation, rien du tout, simplement pour que vous les ayez bien en tête. Prêtresse de la souffrance, recueillez dans vos mains nos larmes, soupesez dans vos mains nos cœurs. Prêtresse du malheur qui tenez dans vos mains les clés des portes du silence. Vous qui nous séparez, vous qui nous injuriez, vous qui nous faites taire. Prêtresse de l'impuissance, vous reniez la femme, vous servez l'injustice. Vous donnez à la haine une cuirasse de barreaux, une armure de haute grille. Alors la première strophe, elle donne l'impression d'une empathie des surveillantes envers les captives. On a en effet l'opposition entre ces deux groupes qui se caractérisent par l'emploi des déterminants vos d'un côté et nos de l'autre. Mais deux termes appartenant au champ lexical de la douleur, souffrance et larmes, associés au parallélisme de construction des vers 2 et 3 et à l'emploi de l'impératif, avec recueillir et soupeser, créent une supplique, un registre pathétique et une situation dans laquelle les prêtresses que sont les gardiennes ont l'air de pouvoir soulager les détenus. L'image, très maternelle, des mains protectrices transmet l'idée d'une compassion qui se révèle néanmoins très rapidement factice. Plusieurs périphrases, placées de manière anaphorique dans les strophes, je rappelle qu'une anaphore c'est la répétition donc en début de vers, de proposition ou de phrase d'un même mot, d'un même groupe de mots. Ces donc périphrases sont utilisées pour désigner les surveillantes. On a prêtresse de la souffrance, prêtresse du malheur, prêtresse de l'impuissance. Il me semble important de rappeler qu'une prêtresse est une figure d'autorité religieuse, elle fait le lien entre le sacré et le profane, elle voue un culte à une divinité, on pense aux prêtresses antiques par exemple, grecques, romaines, en Égypte également. Or, ici, elles sont très loin de servir un concept céleste puisque les geôlières se mettent au service de la désolation. Et le retour de ces désignations péjoratives, au-delà de la rythmique du poème, qui mime la monotonie de la prison, notamment avec cette régularité dans les vers, ça permet de renverser complètement l'idée d'une religion qui serait bienfaisante. Et d'ailleurs, le lexique religieux se poursuit dans la seconde strophe. Les vers 5 et 6 rappellent de façon assez évidente pour qui connaît un petit peu la religion catholique, les clés des portes du paradis qui sont gardées par Saint Pierre. L'enjambement entre ces deux vers souligne ainsi la métaphore, puisque le groupe nominal est scindé, mettant en lumière d'abord le noyau, puis son complément. Or, là où Saint Pierre permet l'ouverture d'un monde de félicité, le paradis, les gardiennes, elles contrôlent les portes des cellules d'un lieu qui est un lieu sans vie. Puisqu'en effet, l'absence de bruit va faire naître une atmosphère d'isolement et de solitude profonde. La troisième strophe, « Vous qui nous séparez, vous qui nous injuriez, vous qui nous faites taire », vient renforcer cette ambiance pesante. On a un parallélisme, comme pour la première strophe, qui oppose encore frontalement les geôlières d'une part, les incarcérés d'autre part. Et il n'est plus question d'une quelconque empathie ici, mais vraiment d'une domination totale. Et la poétesse, elle dénonce fermement l'autoritarisme dont font preuve ces femmes en utilisant un rythme ternaire d'une part et une anaphore qui est largement accusatrice avec le vous qui. Quant au silence qui a déjà été évoqué, il revient au vers 9 avec vous qui nous faites taire. La prison, c'est le lieu où l'on ne parle pas, où on ne dit rien. Mais soulignons cependant que c'est précisément dans ce silence qu'écrit Griselidis Réal. C'est-à-dire que si la parole ne peut être prononcée, elle est rédigée, elle est inscrite, elle est gravée dans le papier, et en cela, la prison, paradoxalement, devient le lieu d'une liberté créatrice. Autrement dit, en privant la femme d'un droit fondamental, les matonnes, elles causent le besoin d'écrire et elles permettent à la parole de Réal de traverser non seulement le temps, mais également les frontières. La strophe suivante poursuit l'attaque contre les représentantes de l'État dans la prison. Prêtresse de l'impuissance, vous reniez la femme, vous servez l'injustice. Alors, le vers « vous reniez la femme », il interroge. Est-ce qu'il s'agit de la propre essence féminine des gardiennes ? Est-ce qu'il s'agit de celle des femmes qu'elles contraignent ? Je ne sais pas. Dans les deux cas, en tout cas, cette annihilation, elle a pour conséquence l'absence
complète, totale, d'empathie et de sororité au sein des murs de l'univers carcéral entre les policières et les détenus. Donc le portrait des gardiennes de prison, il est de moins en moins flatteur et il est appuyé en plus par le verbe servir, qui est quand même un verbe très avilissant et qui est d'autant plus insultant qu'il est complété par le nom injustice. Injustice qui exprime donc quand même un jugement. Et donc, on peut dire, je pense, qu'à ce moment-là, les lois s'opposent à la morale et Griselide Israël, elle déclare en fait que ce ne sont plus les criminels qui sont condamnables, mais bien celles qui se soumettent aveuglément au système judiciaire qui n'est pas, à ses yeux, juste. Ainsi, l'écrivaine, elle va lentement glisser vers une dénonciation sociétale plus large en accablant dans les 3 vers suivants le rôle de la prison. Vous donnez à la haine une cuirasse de barreaux, une armure de haute grille. Donc, c'est une seule proposition qui s'étend sur toute la strophe et qui met le doigt sur ce qui est encore aujourd'hui dénoncé par de nombreuses associations, à savoir l'échec moral de la prison. En fait, cette prison, elle ne fait qu'aggraver la colère, une colère qu'on peut d'ailleurs entendre grâce à l'allitération en R, des captives, et le lieu se transforme en zone de guerre, et on le voit grâce aux termes belliqueux qui sont employés ici. On a donc une métamorphose de la prison, et cette métamorphose, elle est l'occasion pour l'autrice de passer à un second temps dans son poème, qui vise à désaxer le regard que l'on porte sur cet objet étonnamment poétique, qui est le centre de détention. Je vous lis donc ce deuxième mouvement. Prêtresse de la peur, vous vous murez vivante, vous êtes enfermée dans les prisons où vous croyez nous tenir prisonnières. Ce sont vos propres tombes. Votre jeunesse passe au service de lois inconnues au prix de valeurs inutiles. Vous tuez votre cœur, vous fatiguez votre âme à prononcer des paroles perdues. Les gardiennes, qui étaient jusque-là toutes puissantes, se révèlent dans ce deuxième mouvement et beaucoup moins redoutables. D'après ce que j'ai déjà dit de l'opposition entre les geôlières d'une part et les prisonnières d'autre part, on pourrait attendre du verbe murer qu'il s'applique précisément aux captives, avec « vous nous murez vivantes ». Or, ce n'est pas le verbe transitif qui est employé ici, mais le verbe pronominal « se murer ». Et donc, les prêtresses tyranniques se retrouvent non plus uniquement sujet du verbe, ce qu'elles étaient dans le premier mouvement, mais également objet de ce dernier. Et la différence fondamentale entre les deux groupes de ce monde carcéral, ce n'est plus alors une question hiérarchique, mais c'est une question de libre arbitre. C'est-à-dire que si les détenus le sont, ce n'est pas volontairement, à l'inverse des sentinelles de la prison. Donc cette image d'emmurement tout en étant vivante, vous vous murez vivante, elle est très loin de l'Antigone tragique d'Anouilh par exemple, au contraire c'est une mort au monde et à la société. Et d'ailleurs ça se confirme par l'usage du groupe nominal « vos propres tombes » pour désigner les prisons. On peut parler là de périphrase et de métaphore. L'emploi du présent, que je n'ai pas encore commenté, mais qui est là dès le premier vers, en fait, il permet d'actualiser le propos et ça rend d'autant plus frappant cette image, cette vérité. Les enjambements qui suivent, ils sont tous là pour accentuer cet enfermement des gardiennes qui se pensent libres. C'est-à-dire que la proposition « vous êtes enfermés dans les prisons où vous croyez nous tenir prisonnières, ce sont vos propres tombes », elle est scindée de sorte que les mots « enfermés »,« croyez » et « tombe » se situent en fin de vers et donc nécessairement ils sont mis en lumière. Le verbe « croire », par ailleurs, est intéressant. Il acte l'aveuglement des sentinelles. Autre point intéressant, le pluriel « les prisons » et non pas « la prison ». C'est-à-dire qu'il y a l'incarcération physique, certes, mais dans leur naïveté, les surveillantes sont convaincues que cette incarcération physique a pour conséquence un emprisonnement psychologique. Or, c'est tout l'inverse qui se produit. L'esprit poétique de Griselide Israël se libère des entraves physiques puisqu'elle arrive à prendre suffisamment de recul sur cet univers cloisonné pour en faire un objet poétique, et un objet poétique dans lequel elle renverse peu à peu toutes les idées reçues qu'on a sur ce dernier. Les gardiennes se pensent libres, mais s'enferment dans leurs croyances. Quant à l'empathie, qui visait les captives dans la première strophe, elle glisse presque vers ces femmes qui sont finalement inconscientes de ce qui se passe avec la 8e strophe. La 8e strophe qui résonne avec la 4e strophe. Je vous la relis pour que vous l'ayez bien en tête. Votre jeunesse passe au service de lois inconnues au prix de valeurs inutiles. Clairement, on a ici l'idée d'un tempus fugit,
d'un memento mori, grâce au vers votre jeunesse passe, et en plus on a le préfixe privatif un qui revient 2 fois et qui révèle, au grand jour l'aberration en fait, de ce métier qui est soumis à un fonctionnement et à des lois qui sont jugées insensées par l'autrice. Pire, on a l'idée du suicide qui se déploie. Vous tuez votre cœur, vous fatiguez votre âme à prononcer des paroles perdues. Le silence, que la poétesse retournait à son avantage dans le premier temps de son texte, trouve encore ses lettres de noblesse à travers ses vers, puisque la parole ne dit finalement rien, elle ne fixe rien, elle s'évapore, là où le silence permet au contraire réflexion et écriture. C'est donc un regard inattendu qui est porté sur la prison et Griselidis Real va le pousser à son paroxysme dans un dernier mouvement que constituent donc les 2 dernières strophes. Un jour, nous serons libres et vous resterez seuls à faire des gestes là, devant des cages vides, prêtresses de la mort, aux lourdes mains fermées. Comme dans les contes, ici, le bouleversement il est introduit par le complément circonstanciel un jour, qui agit en fait comme un élément perturbateur. C'est-à-dire qu'on avait une situation stationnaire d'incarcération et elle va s'arrêter à un moment donné pour les prisonnières. On a le verbe être qui est conjugué non plus au présent mais au futur. Le nous qui jusqu'alors était complément d'objet va devenir sujet et il est associé à l'attribut libre. C'est-à-dire que la poésie, ici, elle va briser les chaînes des captives avant même que ces chaînes ne se brisent dans la vie réelle. C'est donc une délivrance qui est promise et qui contraste avec la stagnation certaine des geôlières qui, elles, ne bougeront pas, ainsi que l'indique le verbe d'être rester et l'adjectif là. On a donc l'opposition entre les 2 groupes qui est définitivement renversée, puisque ce sont finalement les femmes écrouées qui sont les plus libres, et les 3 derniers vers confirment cet état de fait. Comment ? Eh bien, grâce notamment à la métaphore. Elle fait surgir l'image d'oiseaux qui sont libres, qui sont envolés, et ça transforme la prison en un bâtiment qui devient dénué de sens, qui devient complètement absurde. La dernière périphrase qui désigne les gardiennes, c'est l'apothéose de leur autodestruction, puisque d'une part, il y a une gradation qui s'est produite dans leur allégeance, prêtresse de la souffrance, du malheur, de l'impuissance, de la mort, de l'impuissance, de la peur, de la mort, et d'autre part, leurs mains qui semblaient protectrices dans la première strophe s'avèrent être finalement la concrétisation de leur encagement, les lourdes mains fermées. Le dernier mot du poème est suffisamment explicite et éloquent, je pense. L'analyse de ce texte nous a donc permis d'explorer un sujet éminemment novateur en poésie, puisque le prosaïsme de la prison s'éloigne des objets poétiques classiques ou habituels, et en cela, l'écrivaine s'émancipe de la poésie dite classique. Par ailleurs, cette émancipation thématique, elle se double d'une provocation religieuse, puisque Griselidis Real prend la liberté de nommer son poème d'après des chants religieux pour développer l'exact opposé d'une glorification. Elle joue ainsi sur l'inattendu. Enfin, son indépendance poétique et personnelle se déploie complètement en ce qu'elle crée les conditions de la création alors même qu'elle est contrainte physiquement, et elle fait de la poésie l'expression de sa liberté la plus fondamentale, dénonçant ainsi les absurdités d'un système carcéral voué à l'échec. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Un Parfum littéraire.